Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire du MEDEF, co-organisé par le comité gouvernance du MEDEF et l'académie du MEDEF. Un petit point de précision, le comité gouvernance du MEDEF organise mensuellement un webinaire qui a trait à la gouvernance et vous pouvez retrouver l'ensemble de ces webinaires sur le site gouvernance-des-entreprises.com. Alors aujourd'hui, nous allons parler évidemment de gouvernance et plus particulièrement de rémunération des dirigeants et risque pénal. Et pour parler et traiter de ce sujet aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Alexandre Couillot, avocat associé au cabinet Friedland. Maître, vous êtes spécialiste en contentieux des affaires et en droit pénal. Je vais vous laisser la parole tout de suite. Simplement pour vous dire que vous pouvez poser vos questions sur le chat dédié et on prendra quelques instants en fin de webinaire pour poser toutes vos questions à notre intervenant. Maître, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci à tous d'être présents. Je suis très heureux d'intervenir pour le MEDEF sur ce sujet, qui est un sujet passionnant, hein, la gouvernance, le risque pénal et la rémunération du dirigeant. Voilà, moi je m'appelle Alexandre Couillot, je suis avocat associé du cabinet Friedland et j'exerce en droit pénal, pénal des affaires, en compliance et en droit de la presse. Et voilà, donc j'ai le plaisir d'intervenir sur ce sujet et je vous remercie à nouveau de votre présence. Alors, puisqu'il s'agit de gouvernance et de rémunération et de risque pénal, on va commencer par parler de rémunération. C'est important de reposer les bases de ce sujet et donc j'organiserai cette intervention sur deux grands axes, à savoir la gouvernance, les rémunérations, et ensuite on abordera la question du risque pénal. Et quand on parle de gouvernance et de rémunération, bien sûr, il faut, même brièvement, mais faire un rappel au sujet des variétés de rémunération, de leurs modalités de fixation, avec un focus sur les sociétés anonymes cotées, puisque c'est dans ce domaine que les règles les plus liantes existent. S'agissant donc des variétés de rémunération, on a deux grands types de rémunération, qui sont les rémunérations d'activité et les rémunérations qui sont dites différées. Voilà. Au titre des rémunérations d'activité, il y a les rémunérations, enfin la rémunération fixe ou variable du dirigeant, les attributions d'options, les attributions d'actions gratuites, les jetons de présence pour les membres du conseil d'administration et les conventions qui organisent les conséquences de la cessation des fonctions. Ce sont les grandes catégories de rémunération dites d'activité. Outre ces rémunérations d'activité, il y a les rémunérations qui sont dites différées. Et donc là, on parle des rémunérations qui ont d'ailleurs souvent entraîné un certain nombre de sujets, notamment dans la presse, à l'occasion de la cessation de fonctions de dirigeants de grandes sociétés. Ce sont les retraites complémentaires, les indemnités de départ et les stock options. Au-delà de ces deux grandes catégories, on peut détailler un petit peu plus et d'ores et déjà envisager les principes fondamentaux qui doivent guider les modalités de fixation des rémunérations du dirigeant. S'agissant de la rémunération fixe, il y a deux grands principes. Tout d'abord, la rémunération fixe doit être revue à intervalles longs. Voilà, donc il faut une certaine stabilité dans la fixation et le versement de cette rémunération et on ne doit pas pouvoir le revoir trop régulièrement. Et ensuite, il y a une nécessité d'expliquer toute augmentation significative de cette rémunération fixe. S'agissant de la rémunération variable annuelle, il y a trois grands principes. Tout d'abord, il faut une cohérence dans les règles de fixation et une information claire. Il y a une obligation désormais de transparence et d'information dans le rapport sur la gouvernance d'entreprise. Et il faut que les critères soient précisément fixés. Il y a des critères quantifiables qui doivent être simples, pas seulement financiers, qui doivent être pertinents et adaptés à la stratégie d'entreprise. Et les critères qualitatifs doivent également être définis de manière précise et ils doivent représenter une part limitative de la rémunération variable. S'agissant des rémunérations de long terme, là aussi des principes fondamentaux doivent être appliqués. Tout d'abord, il faut que cela représente un pourcentage proportionné des options d'action et des actions de performance. Il faut éviter une trop forte concentration et il faut une cohérence avec les pratiques antérieures. Et il y a également et toujours en général de toute façon une exigence de proportion entre les différents éléments d'une rémunération d'un dirigeant et l'une ne doit pas être prépondérante par rapport à l'autre. Enfin, il peut y avoir des rémunérations exceptionnelles qui ont pour justification des circonstances particulières qui doivent être explicitées.
Il y a une exigence donc de motivation et bien sûr, il faut également expliciter de manière précise quel est l'événement et la réalisation de l'événement qui justifie cette rémunération. Quel que soit le type de rémunération, qu'il s'agisse de rémunération différée ou de rémunération de cours d'activité, qu'il s'agisse donc de retraite complémentaire, de rémunération annuelle, de variable, de rémunération fixe, d'indemnisation de départ, il y a un certain nombre de principes qui s'appliquent, voilà, quel que soit le type de rémunération. Le premier, c'est le principe d'exhaustivité. Le principe d'exhaustivité, c'est la nécessité et l'obligation de déterminer de manière exhaustive la rémunération et donc chacun de ces éléments, chacune de ces modalités et les critères à la fois de calcul, de versement, pour que tout soit prévu de manière parfaitement transparente. Ensuite, il faut un équilibre entre les éléments de rémunération, ce qui implique une exigence de motivation sur ces éléments, sur ces rémunérations et une conformité à l'intérêt social. Il y a également une exigence de comparabilité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apprécie la rémunération dans le contexte du métier, le marché de référence, les missions confiées, voire certaines situations particulières qui les justifient. Il y a également une exigence de cohérence. La rémunération doit être cohérente en comparaison avec la rémunération d'autres dirigeants et des salariés de l'entreprise. Il y a également un critère qui tient à l'intelligibilité des règles. Celles-ci doivent être intelligibles et donc simples, stables et transparentes. Enfin, la sixième et dernière exigence, le sixième et dernier principe qui gouverne l'ensemble des rémunérations du dirigeant, c'est celui de mesure, qui implique de prendre en compte l'intérêt social, les pratiques du marché, les performances des dirigeants et les autres parties de l'entreprise. Voilà pour ce rappel assez bref sur le type de rémunération et les grands principes qui guident leur fixation. Alors, je vous ai joint sur cette slide un tableau qui récapitule les points essentiels pour les rémunérations dites alors d'avant l'entrée en fonction, qui sont en fait les rémunérations en vent et en cours de fonction du dirigeant. Je vais vous épargner la synthèse ou de vous reprendre cette liste. En tout cas, retenez bien que des règles spécifiques s'appliquent en fonction du type de société et des dirigeants concernés. Donc bien sûr, on a une grande différence entre les sociétés anonymes, qu'elles soient classiques, c'est-à-dire avec un conseil d'administration et un mandataire social exécutif qui est généralement, enfin qui est le directeur général, voire des directeurs généraux délégués, et la société anonyme dualiste, qui est organisée avec un conseil de surveillance et un directoire. Et d'autre part, on a des règles un peu spécifiques pour les sociétés par action simplifiée et les SARL. Sachant, et je le rappelle et je reviendrai sur ce sujet plus tard, les règles qui sont liantes, qui sont prévues par le code de commerce et aussi par les codes de gouvernance s'appliquent principalement aux sociétés anonymes cotées, mais il conviendra, et c'est une recommandation qui est constante en termes de gouvernance et de compliance, il convient d'essayer, même dans les sociétés qui ne sont pas liées par ces recommandations, de les appliquer pour avoir un standard de bonne pratique assez élevé et donc de transposer autant que possible, y compris dans les SAS et les SARL, les règles des sociétés cotées quand elles sont transposables. Et donc vous avez un certain nombre d'aspects qui varient sur la compétence de l'organe compétent pour fixer les rémunérations, les critères de réévaluation. Voilà, il y a toute une série de règles qui sont dans ce tableau, mais je vous épargne la lecture complète. C'est un peu fastidieux à reprendre et je ne veux pas vous perdre. Au-delà de la rémunération des dirigeants pendant l'exercice des fonctions, il y a bien sûr les rémunérations après la cessation des fonctions. Alors les stock options, je l'aborderai un peu moins, car il y a moins de règles, c'est un sujet qui est un peu moins abordé dans les règles du code de commerce et des codes de gouvernance. En revanche, bien sûr, il y a ce sujet qui a marqué le plus l'actualité, qui est le sujet des indemnités de départ et des retraites complémentaires. Sont éligibles à ces rémunérations les présidents, directeurs généraux délégués. On peut imaginer, alors ça vise principalement les sociétés anonymes et les grandes sociétés, mais on peut imaginer que ce type de rémunération soit prévu dans des moyennes entreprises qui sont quand même de grande taille et qui ont une autre forme sociale. Mais c'est vrai que le débat s'est un peu cristallisé autour de ces rémunérations dans les sociétés anonymes cotées. Donc les présidents, directeurs généraux et directeurs généraux délégués y sont éligibles. Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance
surveillance ne peuvent pas y prétendre. Et il est très important de relever. Alors il y a des critères qui sont prévus par le code, notamment le code AFEP-MEDEF, c'est-à-dire des critères de montant. Ça ne doit pas dépasser 2 ans de rémunération, enfin 2 ans de rémunération d'activité antérieure à la cessation des fonctions. Il y a toute une série de règles sur des questions de montant et de seuil. Et surtout, il y a quand même un principe qui a été fixé et qui a été plusieurs fois réaffirmé, c'est que ces indemnités de départ et retraite complémentaires ne doivent pas mettre en cause la libre révocabilité du mandataire social. Voilà. Pour le dire simplement, il faut éviter de fixer une indemnité de départ ou un mode de calcul de l'indemnité de départ ou de la retraite complémentaire qui viendrait en fait, en réalité, à empêcher de révoquer le dirigeant, parce que, alors, dans ce cas-là, les conséquences financières seraient trop importantes et pourraient entraîner des difficultés pour la société. Voilà. Au-delà de la rémunération, donc des indemnités de départ et retraite complémentaires, on peut quand même souligner qu'il est possible d'octroyer des avantages en nature après la cessation de fonction, mais en échange de contreparties qui là aussi doivent être identifiées et justifiées. Sur la qualification de l'octroi d'une retraite complémentaire, alors il y a toute une série de règles, je ne vais pas reprendre exactement ce qu'il y a dans la slide, mais il y a des séries de règles qui ont été adaptées pour que ces rémunérations soient beaucoup plus encadrées, notamment en réaction à certains sujets d'actualité où ces rémunérations ont été décriées. Et notamment, il y a l'application des conventions réglementées, voire une application d'un processus renforcé. Et on peut souligner que, alors avant qu'il y ait cette application généralisée des conventions réglementées, d'ailleurs, déjà les juges commerciaux avaient établi des critères pour éventuellement requalifier ces rémunérations dans le domaine contractuel et pouvoir les annuler. Et donc, on peut toujours se baser sur ce critère, même si maintenant les conventions réglementées s'appliquent. Mais c'était un critère de justification de la raison, de proportion entre le motif justifiant l'octroi de la rémunération et son montant, et la conformité à l'intérêt social et l'absence de mise en danger de la société. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les règles les plus liantes qui sont contenues dans le code de commerce et qui sont également explicitées dans les codes de gouvernance et notamment le code AFEP-MEDEF concernent principalement les sociétés anonymes cotées. Voilà. Ce qui n'est pas une raison pour ne pas les appliquer dans d'autres sociétés qui ne sont pas concernées formellement, mais qui ont tout intérêt à essayer de transposer autant que possible ces règles pour promouvoir de bonnes pratiques en interne. Mais s'agissant des sociétés anonymes cotées, pour faire un focus sur ce sujet, on a 3 mécanismes qui ont été instaurés et qui visent à encadrer ces questions de rémunération. Alors, on a tout d'abord la procédure dite du silent pay, puis les votes ex ante et le contrôle ex post des rémunérations. S'agissant de la procédure du silent pay, il s'agit d'une procédure de contrôle de la rémunération du dirigeant dont les titres sont admis sur un marché réglementé, à la négociation sur un marché réglementé, donc les sociétés cotées, et ça a été instauré par la loi Sapin 2. C'est un dispositif qui est applicable à compter des assemblées générales qui statuent sur le premier exercice clos après le 28 novembre 2019. Donc maintenant, on est clairement dans ce sujet. Et cette procédure, ce mécanisme de silent pay s'articule autour d'un double vote de l'Assemblée générale des actionnaires, qui porte sur la politique de rémunération des dirigeants et sur les rémunérations versées au cours de l'exercice écoulé. Ça s'applique donc aux SA cotés et sont concernés les mandataires suivants: le président du conseil d'administration, les administrateurs, le directeur général, les directeurs généraux délégués, le président et les membres du conseil du directoire, et le président du conseil de surveillance. S'agissant du vote ex ante des actionnaires sur la politique de rémunération des dirigeants, il s'agit ici de déterminer une politique de rémunération et de confier cette détermination au conseil d'administration et au conseil de surveillance en ayant en tête et à l'esprit 3 grands sujets qui sont la conformité à l'intérêt social, le fait d'assurer sa pérennité et de servir une stratégie commerciale. Il faut donc décrire toutes les composantes de la rémunération, fixes ou variables, expliquer le processus de décision suivi pour déterminer la rémunération, sa révision et sa mise en œuvre. Et ici, on en revient à l'information qui doit être contenue dans le rapport sur la gouvernance d'entreprise, qui doit détailler de manière claire et compréhensible la politique de rémunération sur les informations concernant l'ensemble des mandataires sociaux et sur des informations propres à chaque mandataire. S'agissant de ces informations, on peut notamment relever une information relative aux éléments fixes, variables et exceptionnels
qui composent la rémunération totale et les avantages de toute nature qui peuvent être accordés aux dirigeants. Une information sur la rémunération en actions, c'est-à-dire les options de souscription, les achats d'actions, les actions gratuites. Une information sur son mandat ou son contrat de travail ou sur les prestations de services qu'il est amené à délivrer, et une information sur les engagements pris par la société, c'est-à-dire la rémunération et les questions de rémunération en cas de changement de fonction, de départ ou d'indemnité de retraite. Voilà pour le vote ex ante. Il reste donc le contrôle ex post des actionnaires. Ce contrôle ex post prévoit que la politique de rémunération doit faire l'objet d'un projet de résolution soumis à l'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires dans les conditions et quorum et de majorité d'une assemblée ordinaire. C'est le Code de commerce qui prévoit ça. Le vote doit avoir lieu chaque année, mais également lors de chaque modification importante de la politique de rémunération. Et est prévue la publication de la politique de rémunération sur le site de la société, ce qui est obligatoire. Voilà. Donc ça, ce sont les grands mécanismes d'encadrement qui sont spécifiques aux sociétés cotées, mais dont peuvent s'inspirer d'autres sociétés qui ne sont pas liées par ces dispositions, mais qui ont, je le répète, tout intérêt à appliquer autant que possible et à transposer ce qui est transposable dans leur propre fonctionnement et leur gouvernance pour se prémunir, déjà pour promouvoir des bonnes pratiques, mais également pour se prémunir contre des questions relatives au risque pénal. Et on en arrive donc à la question du risque pénal. Alors je vais rappeler, mais très brièvement, les éléments les plus importants relatifs à l'abus de biens sociaux, puisque sur le terrain de la rémunération du dirigeant de société, l'infraction qui est idoine et qui a été utilisée le plus souvent et quasiment tout le temps par le juge pénal, c'est l'abus de biens sociaux. Donc l'abus de biens sociaux, c'est une infraction qui est prévue par le Code de commerce, qui concerne les sociétés anonymes, les sociétés par action simplifiée, les sociétés en commandite par action et les sociétés à responsabilité limitée. Chacune dispose de ses propres textes. La sanction est identique pour toutes, mais il faut bien garder en tête qu'il n'y a que ces sociétés qui sont concernées. Dans l'hypothèse où la question de la rémunération serait abordée dans une autre société, qui n'est pas dans cette liste, la jurisprudence a tendance à appliquer le délit d'abus de confiance. Voilà. Mais je ne vais pas l'aborder ici, puisqu'on va vraiment s'intéresser à l'abus de biens sociaux et à l'abus de pouvoir, mais c'est bon à savoir, en cas d'impossibilité de poursuivre pour abus de biens sociaux en raison de la forme sociale, c'est l'abus de confiance qui viendra se substituer et être utilisé par le juge pénal. Un petit rappel en termes de répression, cette infraction est punie d'une peine de 5 ans d'emprisonnement maximum et ou de 375 000 € d'amende. Et en plus, il y a des peines complémentaires qui peuvent donc poser de réelles difficultés pour une entreprise, qui sont des interdictions professionnelles. Donc l'abus de biens sociaux, c'est le fait de faire un usage des biens de la société ou du crédit de la société qui est contraire à l'intérêt social afin d'en rechercher, donc un usage abusif, intentionnel, afin de rechercher directement ou indirectement un intérêt personnel. S'agissant des pouvoirs, c'est exactement la même chose, sauf que là, on vise un usage abusif et un détournement des pouvoirs par le dirigeant et non pas des biens ou du crédit de la société. Les biens, ça concerne, c'est très vaste, voilà, ça concerne tous les éléments mobiliers ou immobiliers du patrimoine social de la société. Le crédit, c'est quelque chose de plus impalpable, c'est le crédit, la renommée de la société, sa notoriété, la notoriété qu'on peut obtenir que la société dégage du fait de sa bonne marge, de son capital, de son volume d'affaires, de la nature de ses affaires. Ça, c'est la conception classique, c'est l'abus de biens et l'abus du crédit de la société. L'abus de pouvoir, c'est un peu différent, c'est le fait de faire un usage abusif par un dirigeant. Alors, d'une part, des pouvoirs légaux ou statutaires dont il dispose, mais également, c'est une tendance jurisprudentielle, faire un usage des pouvoirs au sens un usage de sa notoriété ou un usage de son pouvoir d'influence au sein de la société, du fait de sa place dans la société, pour obtenir, en dévoyant un processus interne à la société, pour obtenir un avantage personnel sans considération de l'intérêt social. Donc c'est un peu particulier, on pourrait penser qu'on se limite aux pouvoirs statutaires ou légaux, mais ça va un peu plus loin, et donc c'est une interprétation extensive, comme on la retrouve d'ailleurs dans d'autres domaines, en matière de corruption et autres. On prend en compte aussi cet aspect un petit peu plus subjectif, qui est celui de l'influence ou de la notoriété du dirigeant.
L'usage implique l'appropriation ou la dissipation, bien sûr, ça c'est l'hypothèse classique, mais la simple utilisation des biens ou un simple acte d'administration peut suffire. Et parfois même, et je reviendrai dessus spécifiquement en matière de rémunération, une abstention ou une omission peut suffire aux yeux du juge pénal pour entraîner une condamnation. Quelque chose qui est très important à savoir, et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi ça a son importance en matière d'abus de pouvoir. Il faut aussi relever que c'est une infraction qui est instantanée, c'est-à-dire que la prise de décision consomme l'infraction immédiatement, sans nécessité d'ailleurs d'appropriation de la chose jugée, et vous le verrez, sans nécessité d'un préjudice. Ça, c'est pour l'usage, puisqu'en fait, l'abus de biens sociaux vise un agissement frauduleux qui peut porter ou qui porte un préjudice à la société, qui est contraire à l'intérêt social. Donc, en effet, il faut bien définir cette notion d'usage, que ce soit les biens, le crédit ou les pouvoirs de la société. Et ensuite, il est très important de savoir comment on détermine ce qui est contraire ou non à l'intérêt social. Et ici, la définition est assez large, puisque la définition la plus basique et la plus originelle, c'est tout acte qui porte atteinte au patrimoine social de la société. Mais la jurisprudence a développé cette notion et a adopté une approche extensive en estimant que cela visait tout acte qui fait courir un risque anormal à la société. Donc vous voyez d'ores et déjà qu'on ne se retrouve plus nécessairement dans l'hypothèse d'un préjudice réalisé, mais de l'acte qui fait courir un risque. Et on remarque également dans les décisions de justice qui sont rendues que les juges pénaux ont tendance à prendre en compte la question de l'intérêt économique. Et donc, quand on parle de l'intérêt économique, on peut potentiellement se situer dans une situation où la société n'est pas en péril, où il n'y a pas encore de préjudice, mais où on estime que le caractère, le fait qu'il n'y ait aucun intérêt économique à une opération, doublé du fait qu'elle est réalisée dans l'intérêt d'un dirigeant, exclusivement dans l'intérêt d'un dirigeant, entraîne nécessairement une contrariété à l'intérêt social. Et cette approche-là, elle est importante, surtout en matière d'abus de pouvoir, et vous comprendrez tout à l'heure, je vais revenir et développer ce point. On peut relever, s'agissant de l'intérêt social, que depuis la loi Pacte de 2019, il a inclus également les enjeux environnementaux et sociaux de la société. Je pense que c'est important à savoir en termes de... Et puis c'est dans l'air du temps. Et donc c'est une composante qui doit nécessairement être prise en compte désormais pour déterminer ce qui est l'intérêt social et donc ce qui peut y être contraire. Enfin, il faut bien garder en tête que c'est une infraction qui est intentionnelle. Il faut donc que ça soit un acte commis de mauvaise foi par le dirigeant. Donc, il faut caractériser cet élément intentionnel, cette volonté d'agir de mauvaise foi, dans la recherche et dans le but d'obtenir un avantage personnel, directement ou indirectement. Là aussi, vous verrez que très concrètement, en matière de pratique judiciaire, l'élément intentionnel est rapidement caractérisé et facilement caractérisé par le juge pénal, qui le déduit d'ailleurs généralement des actes matériels qui sont reprochés aux dirigeants. Donc on peut essayer, mais il est toujours difficile de se baser pour être mis hors de cause uniquement sur l'élément intentionnel, car il y a cette tendance des juges pénaux à l'apprécier de manière beaucoup plus souple. Alors parlons maintenant donc de rémunération spécifiquement, puisque là on parle d'abus de biens sociaux de manière large. C'est quand même important de faire un point sur ces notions d'usage, ces notions de contrariété à l'intérêt social, mais il y a beaucoup plus de finesse et beaucoup de nuances en matière de rémunération et d'abus de biens sociaux et de rémunération des dirigeants. Tout d'abord, et bien sûr, il n'y a aucun montant théorique, aucune grille de montant prévue par le juge pénal pour déterminer si une rémunération est excessive ou non. Ça va bien sûr dépendre d'un certain nombre de paramètres, ça va dépendre de la taille de la société, de sa situation financière, etc. Donc il n'y a aucune grille prédéterminée. On pourrait penser qu'au-delà d'un certain montant, on va forcément être en risque pénal. Ça n'est pas le cas. Voilà, ça n'est pas le cas et le juge pénal ne se plonge pas dans cette analyse-là en général. Il n'a pas pour vocation de déterminer ce genre de critères. Lui, il doit matérialiser une infraction, constater que l'ensemble des éléments qui sont nécessaires pour caractériser le délit sont présents. Et donc, c'est une analyse en fait au cas par cas. Et quand on regarde les décisions de justice qui sont rendues en matière d'abus de biens sociaux et de rémunération du dirigeant, on peut constater qu'il y a deux grands critères qui sont pris en compte par le juge pénal, en précisant d'emblée que la plupart des décisions de justice concernent des sociétés qui sont des très petites sociétés, des petites sociétés ou des moyennes entreprises, mais qui sont quand même d'une taille réduite. Et souvent des hypothèses un peu
je dirais, pathologiques, c'est-à-dire des hypothèses où la société est déjà en difficulté, ou alors des hypothèses où les actes commis par le dirigeant sont à l'évidence abusifs. C'est pourquoi je vous parlais de l'abus de pouvoir après avoir parlé de l'abus de biens sociaux, puisqu'il peut y avoir un blocage en termes d'abus de biens sociaux pour sanctionner une rémunération de dirigeants de grandes sociétés. En tout cas, dans cette jurisprudence classique, les deux grands critères qui sont pris en compte par le juge pénal, c'est un critère qui tient à la situation de la société et un critère qui tient à la situation du dirigeant. Et au sein de ces critères, il y a bien sûr des nuances, en vous précisant d'emblée que le critère principalement pris en compte, c'est celui qui tient à la situation de la société. Et la situation de la société, ça concerne deux points importants, deux points principaux. C'est les capacités financières de la société, donc c'est-à-dire caractériser l'excès de rémunération au regard des capacités financières, quand bien même la société n'est pas encore en situation financière difficile ou même si sa survie n'est pas obérée, hein, c'est simplement une rémunération excessive au regard de ce que peut faire financièrement la société. Et ensuite, bien sûr, la situation financière globale de la société, et ici, on retrouve beaucoup de situations où les sociétés qui ont subi un abus de biens sociaux sont déjà dans une situation financière très compliquée, voire au bord du dépôt de bilan. En vous rappelant que lorsque le dépôt de bilan est déjà intervenu et qu'il y a déjà eu la cessation des paiements, on n'est plus sur l'infraction d'abus de biens sociaux, mais sur l'infraction de banqueroute, qui est sensiblement identique dans ses éléments constitutifs, mais la terminologie change. Voilà, donc il peut d'ailleurs y avoir des poursuites pour un abus de biens sociaux jusqu'à la cessation des paiements, puis banqueroute après la cessation des paiements. Donc voilà, on a ces deux grands critères qui tiennent à la situation de la société, qui sont systématiquement pris en compte, puisqu'on est sur la jurisprudence classique, sur l'hypothèse de petites sociétés, de moyennes sociétés, qui sont déjà en difficulté financière. Le second critère qui est pris en compte par le juge pénal, c'est la situation du dirigeant. Donc il y a ses qualités intrinsèques, son âge, son niveau de formation, son parcours, son expérience, etc. Mais surtout son implication et son travail au sein de la société, et donc l'existence d'une contrepartie. Toutefois, et je le rappelle, il sera très concrètement difficile pour un dirigeant qui fixe une rémunération jugée excessive dans le cadre d'une société en difficulté financière ou qui excède les capacités financières d'une société, d'être exonéré de responsabilité pénale en se fondant uniquement sur son implication et la qualité de son travail, d'autant que le juge pénal a quand même une tendance marquée à estimer, et c'est pour ça que cette slide mentionne la question de la performance, des performances de la société, le juge pénal a tendance à estimer que dans la mesure où une société est en difficulté financière et où ses performances ne sont pas à la hauteur, quand bien même un dirigeant viendrait soutenir qu'il est extrêmement impliqué et que son travail est de grande qualité, le juge pénal aura tendance à estimer que les performances de la société permettent d'en douter. C'est pourquoi ce critère est pris en compte, mais il est pris en compte un peu à la marge et systématiquement dans ces décisions de justice, on se rend compte que le juge pénal se fonde principalement sur la situation financière de la société pour estimer qu'il y avait un excès. Je vous parlais tout à l'heure d'omission. Je vous ai dit que l'abus de biens sociaux, c'était un acte positif, donc le fait de dissiper ou de s'approprier un bien de la société. Mais je vous ai dit également qu'une abstention ou une omission pouvait entraîner une réponse pénale. Et ici, ça prend tout son sens, puisque dans la jurisprudence et dans les cas de jurisprudence de sanctions pour abus de biens sociaux au regard d'une rémunération excessive, on sanctionne la fixation d'une rémunération qui est d'ores et déjà excessive, on sanctionne l'augmentation d'une rémunération qui donc devient excessive ou le devient encore plus, mais il y a de très nombreux cas dans la jurisprudence où on sanctionne le maintien d'une rémunération qui à l'origine n'était pas excessive, mais qui le devient parce que la société est en difficulté financière et rentre dans une période de difficulté financière. Donc c'est là que c'est une sanction de l'omission, et on n'exige plus un acte positif de fixation ou d'augmentation. Ça veut dire très concrètement qu'on va venir dire à un dirigeant, vous êtes dirigeant d'une société, vous avez tous les éléments financiers sur cette société, vous êtes censé suivre sa progression et sa situation financière en temps réel, et donc vous ne pouviez pas ignorer, et ce sont des formules qu'on retrouve souvent dans les décisions de justice, vous ne pouviez pas ignorer que votre rémunération était devenue excessive. Et donc, vous auriez dû soit la diminuer, soit même la supprimer totalement. Alors, c'est difficile à entendre, mais c'est une réalité jurisprudentielle, c'est une réalité judiciaire.
le juge pénal peut sanctionner régulièrement un dirigeant pour ne pas avoir diminué ou supprimé sa rémunération. Et il y a même des décisions de jurisprudence où les juges pénaux ont reproché à des dirigeants de ne pas l'avoir fait assez vite, alors que très concrètement, on pouvait penser que le dirigeant, n'ayant pas encore eu les éléments financiers officiels, n'était pas en mesure de savoir qu'il était nécessaire de diminuer sa rémunération, et l'avait d'ailleurs fait. Donc, on peut vous reprocher à un dirigeant, le juge pénal peut reprocher à un dirigeant de ne pas avoir diminué ou de ne pas avoir supprimé sa rémunération, mais également de l'avoir fait trop tard. Et donc, comme on est sur un webinaire où on parle de réflexe, là, il y a quand même un conseil et un réflexe à avoir, c'est d'être vraiment très, très proche de l'analyse de la situation financière de sa société, de se tenir informé le plus régulièrement possible de l'évolution des résultats, du chiffre d'affaires, des charges, etc., pour savoir si la rémunération qui est perçue est toujours en adéquation avec les capacités financières de la société, pour pouvoir également réagir rapidement. Car si ça n'est pas le cas, et qu'on ne diminue pas ou qu'on ne supprime pas sa rémunération, on peut s'exposer en effet à un risque pénal. Donc c'est une réelle exigence qui est fixée par la jurisprudence de diligence, et qui pèse sur le dirigeant, qui peut se voir sanctionné, alors même que très concrètement, on pouvait penser qu'il n'était pas de mauvaise foi. Voilà, et qu'il n'était pas dans la recherche abusive d'un intérêt personnel, et que c'est juste une question de chronologie et de timing, mais un mauvais timing peut être sanctionné. Donc il y a quand même cette obligation assez lourde qui pèse sur le dirigeant, et je pense que c'est quelque chose qui doit être gardé à l'esprit par tous les dirigeants pour éviter d'être exposé à un risque pénal. Puisqu'on parle du dirigeant, il y a aussi son rôle au sein de la société, la manière dont est fixée la rémunération et la manière de suivre les processus qui sont prévus. Et alors, il faut immédiatement préciser quelque chose, c'est que le fait, et ça c'est une jurisprudence qui est constante, le fait pour un dirigeant de société d'avoir suivi le processus de fixation, et donc d'avoir eu l'approbation de l'organe compétent ou d'avoir eu l'approbation, par exemple pour les SARL, de l'Assemblée des associés, n'exonère pas de responsabilité pénale. Il y a de très très nombreuses décisions où les dirigeants poursuivis avaient essayé d'invoquer ce point comme une justification pour montrer qu'ils étaient de bonne foi et qu'ils n'avaient violé aucun processus de fixation de rémunération, mais le juge pénal estime quand même que ça n'est pas exonératoire. Donc on peut parfaitement être sanctionné sur le terrain de l'abus de biens sociaux, de l'abus de pouvoir aussi, malgré le fait qu'on ait respecté le processus qui est prévu légalement pour la fixation de la rémunération. Et à contrario, alors qui est systématiquement négatif, la fixation régulière n'exonère pas de responsabilité pénale, mais alors à contrario, le fait de ne pas suivre le processus qui est prévu par les textes, le fait d'essayer d'emprunter une voie détournée ou de ne pas respecter la totalité des obligations qui s'imposent en matière de fixation des rémunérations sera en plus interprété par le juge pénal comme un élément qui révèle la mauvaise foi. Alors entendons-nous bien, il y a deux choses différentes dans cette infraction, c'est pour ça que je vous parle d'éléments constitutifs. Il y a le critère matériel, c'est-à-dire caractériser un excès qui porte atteinte à l'intérêt social, et il y a l'intention. Le fait de ne pas respecter le processus de fixation, de ne pas obtenir l'approbation de l'organe compétent, ne va pas caractériser l'excès en soi. En revanche, le juge s'en servira pour démontrer qu'il y a un élément intentionnel, qu'il y a une volonté abusive, et une volonté abusive de rechercher un avantage personnel en ne suivant pas les obligations légales en matière de fixation et le processus qui est prévu pour une fixation régulière de rémunération. Donc attention à ce sujet-là, on n'est pas exonéré même si on a fait valider la rémunération dans les formes qui conviennent. Et si on ne le fait pas, on s'expose en plus à, de facto, être taxé de mauvaise foi par le juge pénal qui en déduira que nécessairement il y avait une intention coupable. Donc vous voyez, cette infraction en matière de rémunération, elle est très particulière. Elle est très particulière, on n'est pas dans l'hypothèse du dirigeant qui fait construire sa piscine avec les moyens de l'entreprise, c'est vraiment beaucoup plus fin. Et donc on a ces critères qui reviennent avec une prépondérance de la question de la société financière, de la situation financière de la société et de ses capacités, plus la prise en compte du comportement du dirigeant, son implication. Alors l'implication, c'est par exemple l'absence, etc. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est dans les sociétés de taille plus réduite, l'absentéisme du dirigeant. Dans de grandes sociétés, ça peut moins s'appliquer. Mais on prend en compte aussi le comportement du dirigeant, le suivi des règles et sa réactivité, sa diligence pour éviter le risque pénal. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une application qui est très spécifique, qui est technique et qui nécessite pour les dirigeants d'être très vigilants pour ne pas entrer dans le scope d'un risque pénal.
Maintenant que j'ai abordé cette question, je voudrais faire la distinction entre l'abus de biens sociaux et l'abus de pouvoir en termes de rémunération. Je vous ai dit tout à l'heure que les rémunérations excessives sont sanctionnées sur le terrain de l'abus de pouvoir, de l'abus de biens sociaux, pardon, dans des cas pathologiques et dans des sociétés qui sont des très petites sociétés, des petites sociétés ou des moyennes, et encore des moyennes de taille réduite. Et donc, on est dans des cas pathologiques parce que la jurisprudence révèle qu'il y a énormément de critères au final qui sont remplis et il y a peu d'hésitation sur le fait qu'il y avait un risque pénal qui allait se réaliser. Et donc, je vous ai joint quelques exemples. Et donc, on a par exemple le président d'une société qui s'est attribué, avec l'autorisation du conseil d'administration partielle, hein, donc vous voyez que ça n'exonère rien, des rémunérations excessives alors que la société n'avait qu'une activité réduite, lesquelles ont été versées grâce à des emprunts hors de proportion avec le travail fourni. Donc là, vous voyez, vous avez cette composante. Capacité financière, situation de la société, contrepartie effective fournie par le dirigeant, et malgré l'autorisation partielle du conseil d'administration, on rentre quand même dans le scope de l'infraction et on aboutit à une condamnation. Mais vous voyez, c'est pour ça que je vous parle de cas pathologiques, c'est vrai que là, on cumule un petit peu les critères et il est difficile de s'exonérer de responsabilité pénale dans ce genre de situation. Il y a également le président d'une société en sommeil qui perçoit des rémunérations hors de proportion une nouvelle fois avec l'activité déployée et toujours à l'aide d'emprunts assortis de frais financiers élevés qui sont supportés par la société. Là encore, on est dans une hypothèse assez marquée. L'autre hypothèse, c'est la rémunération qui est fixée par le conseil d'administration. Personne ne réagit, les autres intervenants ne réagissent pas, mais ça ne permet pas d'exclure la qualification d'abus de biens sociaux, car la rémunération était disproportionnée au regard des prestations fournies et des possibilités financières de la société. Voilà. Donc vous voyez une nouvelle fois ce critère, et c'est ces critères qui s'articulent et qui sont pris en compte dans des hypothèses qui sont toujours très marquées en termes d'éléments factuels, d'actes matériels. Je vous ai également joué une petite jurisprudence qui est intéressante pour vous permettre de constater que même en cas de relax, il peut y avoir des condamnations civiles à restituer une partie des rémunérations litigieuses. Là, c'était un complément de rémunération. Donc même en cas de relax, il peut quand même y avoir un aspect civil et en matière de procédure pénale, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, hein. C'est toujours possible puisqu'après on bascule sur la faute civile et donc potentiellement pour un dirigeant la faute de gestion et il peut quand même y avoir des aspects financiers et pécuniaires qui s'appliquent. Ça c'est pour les rémunérations d'activité. Il y a également des exemples de jurisprudence en matière de rémunération différée. Alors condamnation en raison du versement d'une indemnité de rupture sous forme de contrat d'assurance, dont les cotisations étaient réglées par la société. La condamnation d'un dirigeant pour le fameux Golden Hello, dans le cadre d'une société en difficulté, et alors même qu'il était prévu que les 6 prochains mois seraient déficitaires pour cette société. Et donc ça, le juge pénal a estimé qu'il y avait un caractère excessif du fait que ce business plan était quand même assez contraignant et que le déficit de la société était prévu. En revanche, on peut relever un rejet de qualification d'abus de biens sociaux contre un administrateur qui avait bénéficié d'une indemnité de rupture au titre de son contrat de travail. Et là, c'est une hypothèse où le dirigeant était poursuivi pour abus de pouvoir, donc ça va me permettre de faire la transition avec cette infraction, pour avoir octroyé cette rémunération et l'administrateur pour abus de biens sociaux pour l'avoir perçu. Et il y a eu une relaxe en estimant que, compte tenu de la qualité du parcours, de l'expérience de l'administrateur en question, le président avait fixé cette rémunération dans l'intérêt de la société pour le garder. Et donc, les juges, pour une fois, ont estimé que la situation de l'administrateur et son profil permettaient d'exclure l'abus de biens sociaux, mais c'est assez minoritaire comme hypothèse. Et on bascule donc sur l'abus de pouvoir. Et j'ai intitulé cette partie de la recherche de l'excès vers le contrôle du processus d'attribution. Ce que je vous disais, l'abus de biens sociaux, dans sa conception habituelle, peut difficilement s'appliquer aux grandes sociétés et aux sociétés cotées. Je vous ai dit qu'il fallait un problème au regard des capacités financières de la société ou une situation obérée, ce qui est très rarement le cas. Et quand bien même les rémunérations, qu'elles soient d'activité ou qu'elles soient différées, sont très importantes, on peut difficilement prétendre qu'une société de très grande taille sera impactée par cette rémunération, quand bien même elle est importante. De même, il est difficile d'appliquer le critère de la situation de dirigeant, de la contrepartie effective, de se baser sur sa présence ou pas au siège compte tenu de l'agenda des dirigeants de grandes sociétés. Et c'est assez difficile, in fine, d'arriver à caractériser une absence de contrepartie effective pour un dirigeant de grande société. Et donc, on est
beaucoup moins régulièrement dans des cas que je disais pathologiques, c'est-à-dire ces situations de société où la situation financière est obérée, où le dirigeant fixe une rémunération qui est beaucoup trop excessive et qui parfois contribue elle-même à mettre la société dans une situation de difficulté économique. Et donc, on se retrouve face à une impasse, puisque ça devient quasiment impossible de caractériser un abus de biens sociaux dans ces grandes sociétés. En revanche, l'abus de pouvoir présente un intérêt certain. Et ici, en termes de jurisprudence, alors il y a eu des jurisprudences sur l'abus de pouvoir, mais hors question de rémunération. Hein. Donc, par exemple, un administrateur qui conclut un contrat avec une société pour se faire attribuer une commission. Et vous voyez dans cette hypothèse que c'est sans perte ni profit pour la société, c'est-à-dire que c'est relativement neutre. Et on commence à comprendre que l'abus de pouvoir, à la différence de l'abus de biens sociaux, vient sanctionner quelque chose qui ne cause même pas un préjudice ou qui n'est même pas susceptible d'en causer. Mais en réalité, ce qu'on poursuit avec l'abus de pouvoir, c'est différent de l'abus de biens sociaux, c'est un détournement des pouvoirs qui aboutit à un détournement donc financier en matière de rémunération. Et donc en fait, ce qu'on vient sanctionner, c'est pas tellement l'atteinte à l'intérêt social en raison de l'atteinte financière, mais c'est l'atteinte à l'intérêt social en estimant que, en ayant poursuivi un but personnel, exclusivement personnel, et en détournant les pouvoirs statutaires, légaux ou autres qu'il avait en sa possession, le dirigeant a nécessairement commis un acte contraire à l'intérêt social puisqu'il a poursuivi son but personnel uniquement. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est là que cette infraction peut être amenée à s'appliquer en matière de grandes sociétés, dans les grandes sociétés. On a aussi l'hypothèse, toujours pareil, mais pas en rémunération, hein, pas en matière de rémunération, mais d'un prévenu qui avait incité des clients d'un établissement bancaire qu'il gérait lui-même hein, à retirer les fonds qu'ils avaient en dépôt et à les lui confier afin que lui assure les placements. Là aussi, vous voyez, vous avez un dirigeant qui a des pouvoirs au sein de l'établissement bancaire et qui utilise ses pouvoirs, les informations dont il dispose du fait de sa position pour récupérer de la clientèle et faire des opérations en propre. Donc là encore, alors là pour le coup, il peut y avoir un petit préjudice pour la société, mais on voit que ce qui est sanctionné, c'est vraiment cette démarche de détourner ses pouvoirs pour opérer un détournement plus large à son intérêt propre. Et alors, en matière d'abus de pouvoir, et c'est pour ça que c'est très intéressant, et c'est pour ça que l'abus de pouvoir doit être abordé sous l'angle de la gouvernance, parce que dans l'abus de biens sociaux classique, le juge pénal n'est pas juge de la gouvernance d'entreprise, de même qu'il n'est pas là pour faire appliquer les règles du code de commerce ou pour transposer la jurisprudence du juge commercial. Donc c'est pour ça qu'on a une jurisprudence qui est très marquée, avec des critères propres au droit pénal, et qui peut difficilement s'appliquer dans les grandes sociétés, où en réalité, le seul prisme de sanction qu'on peut avoir, c'est la gouvernance et c'est le non-respect des règles de gouvernance qui sont prévues à la fois par le code de commerce et par les codes de gouvernance. Et là, l'abus de pouvoir reprend son intérêt, et on l'a vu dans une affaire qui a fait grand bruit, pour un président directeur général d'une très grande société cotée, qui avait en réalité, alors je vais le faire très brièvement parce que c'est un dossier qui est complexe, mais qui avait remplacé les membres d'un comité des rémunérations, manifestement parce que les membres qui étaient originairement dans ce comité refusaient d'accéder à ces demandes. Ces demandes concernaient un déplafonnement de sa rémunération et une variabilité totale, donc plus de partie fixe. En sachant que, compte tenu des chiffres de la société et de l'évolution de sa rémunération, ce déplafonnement et cette suppression de la partie fixe pour une rémunération entièrement variable étaient extrêmement bénéfiques pour le calcul de ses indemnités de départ et de sa retraite complémentaire, dont il savait qu'il allait en solliciter le versement à court terme. On remarque également dans cette affaire qu'un cabinet de conseil en rémunération avait quand même émis des réserves à ce sujet et qu'il n'avait pas informé le conseil d'administration de ces réserves. Et donc ce qu'on a reproché à ce dirigeant, qui a été relaxé en première instance puis condamné par la cour d'appel, et ça a été confirmé par la chambre criminelle de la cour de cassation, c'est l'abus de pouvoir, puisqu'il a été relaxé sur l'abus de biens sociaux en première instance, et ça a été requalifié devant la cour d'appel en abus de pouvoir. Et en fait, c'est vraiment l'abus de pouvoir, et c'est un cas qui est intéressant au regard de tout ce que je vous ai dit, puisque là, on a en effet un abus de pouvoir qui ne sont pas des pouvoirs légaux ou statutaires, mais qui sont en fait des pouvoirs qui viennent de l'influence du dirigeant et de sa notoriété au sein de la société, avec... On lui a reproché, alors je ne prends pas position sur le fait que c'était fondé ou pas, hein, ce n'est pas mon rôle, surtout étant pénaliste. Mais en tout cas, ce qui est reproché au terme des décisions de condamnation qui ont été rendues, c'est d'avoir modifié la composition du comité des rémunérations pour que ce comité accepte de proposer
ces nouvelles modalités avantageuses de rémunération, en faisant de la rétention d'informations sur des réserves émises par un cabinet tiers sur ce nouveau mode de calcul, pour in fine aboutir à un versement beaucoup plus avantageux, puisqu'il s'agissait quand même de plusieurs dizaines de millions d'euros. Voilà. Et cette décision est très intéressante parce qu'on voit ici l'intérêt de l'abus de pouvoir. On n'est plus dans l'hypothèse d'un risque pour la société, on n'est plus dans l'hypothèse d'un manque de capacité financière ou dans l'hypothèse d'une société dont la situation économique pourrait être obérée. Ce qu'on vise ici, pour caractériser un excès et une contrariété à l'intérêt social, c'est en quelque sorte un détournement des pouvoirs, un dévoiement des procédures, un usage occulte, un manque de transparence et donc une manipulation du process réalisé sciemment par un dirigeant pour se faire octroyer un avantage directement et personnellement, et avec donc cet avantage personnel pour unique but. Et donc du risque pour la société, on bascule avec l'abus de pouvoir sur cette notion de détournement au seul profit du dirigeant, et donc cette recherche d'un profit uniquement personnel vient caractériser en quelque sorte la contrariété nécessaire à l'intérêt social. C'est pour ça que la gouvernance est intéressante, parce qu'autant on a peu de prise en termes de gouvernance en matière d'abus de biens sociaux, autant l'abus de pouvoir paraît, je pense, être un terrain assez propice à l'usage et à la référence, et d'ailleurs c'était fait par l'arrêt de la Cour d'appel, à la référence par le juge pénal aux règles de gouvernance, puisqu'il va plus cette question de processus, de respect des règles, de respect des bonnes pratiques et de respect des règles du Code de commerce, pour vérifier que le processus ayant abouti à la fixation de la rémunération et aux définitions de ses modalités de versement et autres a été respecté, a été régulier. Et donc, on vient plus sanctionner exactement la même chose. C'est pour ça que je pense que l'abus de pouvoir est très intéressant à aborder sous l'angle de la gouvernance. Si je peux faire un petit rappel, puisqu'on parle de réflexe, je pense qu'on peut synthétiser les points essentiels de ce sujet. Tout d'abord, il est très important de respecter des bonnes pratiques et de fixer les standards les plus élevés en matière d'information, de détermination des rémunérations, de leurs modalités de versement, etc. C'est essentiel également pour les grandes sociétés, mais aussi pour les plus petites sociétés, et y compris celles qui ne sont pas liées formellement par ces obligations, ont tout intérêt à fixer elles-mêmes des standards élevés et à transposer autant que possible ce qui est transposable à leur mode de fonctionnement. On peut ensuite conseiller aux dirigeants de rester très diligents sur l'évolution financière de sa société pour s'assurer que sa rémunération ne devient pas avec le temps excessive. Dès le départ, il faut faire attention, vérifier par rapport aux capacités financières, mais également dans le temps, puisqu'il y a une vraie obligation de diligence qui pèse sur les dirigeants de société, et ils doivent être en mesure de diminuer ou de supprimer leur rémunération si nécessaire. Bien que ça ne soit pas agréable à entendre, c'est quand même une obligation, en tout cas pour éviter un risque pénal. Et enfin, il convient, sur la question de l'abus de pouvoir, une fois de plus, de respecter les processus fixés avec la plus grande transparence et la plus grande rectitude, et surtout d'éviter toute situation qui pourrait être interprétée par des tiers qui soient dans l'entreprise ou hors de l'entreprise, puisque ces poursuites interviennent généralement sur saisine de tiers qui ont un intérêt personnel à déclencher les poursuites, par exemple par des dirigeants qui remplacent d'anciens ou ce genre d'hypothèse, ou par des tiers à la société. Donc de respecter vraiment toutes les règles pour éviter un maximum des situations qui pourraient être interprétées comme des conflits d'intérêts ou des manipulations des processus de fixation. Voilà, ce sont des conseils qui, à mon avis, sont essentiels pour éviter de rentrer dans le scope du risque pénal. Merci beaucoup, Maître, pour cette présentation fort intéressante et complète. Alors, on a beaucoup de questions. Je vous invite à évidemment poser vos questions sur le chat du webinaire. On va revenir sur un certain nombre de notions que vous avez évoquées dans votre présentation, et vous venez de refaire un rappel là à l'instant. Sur le CMP, donc la rémunération des dirigeants dans les sociétés anonymes, on a une première question. Est-ce que le CMP s'applique uniquement aux sociétés cotées sur un marché réglementé? Est-ce que le CMP s'applique uniquement le CMP? Ah, le CMP, pardon. Oui, c'est une procédure qui est prévue pour les sociétés anonymes cotées. Et pour les sociétés non cotées, est-ce que, vous l'avez dit à l'instant, est-ce que les sociétés peuvent appliquer, par exemple, un code de bonne gouvernance ou des bonnes pratiques? Je pense que tout processus ou tout mécanisme, même s'il n'est pas obligatoire et qui ne doit pas être respecté, est intéressant pour toute forme de société.
Alors, on a une seconde question sur les aspects un petit peu plus pénaux. Vous avez parlé d'interdiction de professionnelle, interdiction de gérer. Est-ce que ces interdictions professionnelles sont-elles limitées dans le temps? Alors, il y a une limitation qui est prévue, mais elles peuvent être de mémoire. C'est une question précise. Elles peuvent être de mémoire non limitées. Mais en général, enfin, très concrètement, il est quand même rare, même quand des interdictions définitives sont prononcées, il est quand même rare que le juge pénal aille aussi loin, sauf dans des cas qui sont vraiment pathologiques et en présence de prévenus qui ont déjà de multiples condamnations et donc où la juridiction pénale estime qu'il est désormais nécessaire de prononcer une interdiction définitive. Alors là, on a deux questions que je peux fusionner, si je puis dire. Deux questions sur les membres du conseil d'administration. Deux questions intéressantes. Alors la première, c'est est-ce que les membres du conseil d'administration peuvent être pénalement responsables, hein, toujours relativement à la rémunération. Et la seconde question, c'est qui est chargé de définir la rémunération du dirigeant? Est-ce que c'est le conseil d'administration? Et qu'est-ce qu'on fait en absence de conseil d'administration? Alors, ça dépend évidemment de la forme sociale, donc vaste sujet, mais plus largement sur le conseil d'administration et le risque pénal qui pèse sur les administrateurs. Alors, s'agissant des organes compétents, dans les sociétés anonymes, c'est conseil d'administration, conseil de surveillance. S'agissant des autres formes sociales, alors la SAS, vous savez que c'est une forme sociale qui est très libre, hein. C'est le principe de liberté contractuelle. Donc on peut avoir une fixation dans les statuts, comme dans la SARL d'ailleurs, mais c'est pas une solution qui est beaucoup appréciée parce que c'est très lié en réalité, c'est particulièrement rigide. Donc après, en l'absence d'organes de type conseil d'administration, conseil de surveillance, c'est l'assemblée des associés ou des actionnaires qui décide. En sachant que dans les sociétés par action simplifiée, on peut parfaitement prévoir l'existence d'un organe de type conseil comité ad hoc, conseil d'administration et autres, et à ce moment-là, on peut confier la détermination de la rémunération et le vote à un organe qui a été créé pour l'occasion et qui a été créé par les statuts. Mais en matière de société par action simplifiée, il y a une très grande liberté contractuelle, donc ça dépend de ce qui a été conçu à l'origine. S'agissant de la responsabilité des administrateurs, elle est prévue par le Code de commerce, hein, ça fait partie des dirigeants qui sont visés par le texte. En pratique, c'est quand même plus rare d'avoir des condamnations d'administrateurs. Même dans le cas de poursuites qui concernent un dirigeant et de poursuites qui concernent un administrateur, on constate que, en général, les administrateurs sont poursuivis sur le terrain de la complicité. Pour une raison très simple, c'est que dans la plupart des hypothèses, les administrateurs ne bénéficient pas directement de la rémunération et on leur reproche d'avoir pris part au processus. Et dans la mesure où ils n'ont pas tiré d'avantage personnel direct ou indirect, alors on peut toujours imaginer un avantage personnel indirect qui soit plus impalpable, plus subjectif, directement avec le dirigeant qui bénéficie de la rémunération. Mais c'est vrai qu'en réalité, on estime qu'il n'y a pas d'avantage direct retiré par l'administrateur, et donc c'est plus sur le terrain de la complicité qu'il pourrait y avoir des poursuites et des condamnations, sous réserve tout de même de démontrer que l'administrateur avait conscience du caractère abusif du processus et du fait qu'il était en train de participer à la fixation d'une rémunération excessive. Est-ce qu'un dirigeant, quel qu'il soit, peut avoir, à côté de son mandat social, un contrat de travail? Normalement, il peut y avoir un contrat de travail s'il est préexistant, mais il ne peut pas intervenir après sa nomination. Et peut-être dernière question qui a trait donc à la notion d'abus de bien social. Quelle est la différence entre, c'est une question un peu précise et technique, quelle est la distinction, la différence entre abus de bien social et convention réglementée? Alors, oui, c'est une question précise. Comme je vous l'ai expliqué, en fait, la convention réglementée est un processus qui est prévu pour un certain nombre d'hypothèses. Alors, par exemple, en matière de rémunération, là, il y a beaucoup de rémunérations différées qui sont désormais soumises obligatoirement aux conventions réglementées. Mais avant, ça n'était pas nécessairement le cas. Et donc, il y avait une différence entre ce qu'on appelait des rémunérations, rémunérations institutionnelles qui n'étaient pas soumises aux conventions réglementées et des rémunérations contractuelles. Et donc, dans la mesure où elles sont contractuelles, on bascule dans le scope des conventions réglementées. Maintenant, ça a un peu évolué. En fait, la convention réglementée, c'est une procédure qui permet de faire procéder à un vote par les organes compétents et par les actionnaires ou les associés pour valider un sujet qui est sensible, qui est une convention entre le dirigeant et la société.
c'est pas directement lié au pénal. Et c'est pour ça que je vous disais que le juge pénal n'est pas là pour se faire juge du respect des règles qui sont prévues par le Code de commerce. On ne va pas aboutir à un abus de biens sociaux et on ne va pas caractériser un excès parce qu'on n'a pas respecté la procédure des conventions réglementées. Le lien se situe au niveau de l'élément intentionnel, puisque si la procédure des conventions réglementées n'est pas suivie, le juge pénal, s'il constate qu'une rémunération est excessive, pourra également déduire de l'absence de respect de la procédure des conventions réglementées un élément intentionnel. Il pourra voir dans cet état de fait la preuve que le dirigeant savait qu'il y avait une difficulté, que la rémunération était excessive et donc n'a pas suivi cette procédure pour justement éviter de se faire retoquer. Et donc, ça sera plutôt au niveau de l'élément intentionnel. Il n'y a pas de lien direct entre ces sujets, c'est juste que ces atteintes au processus d'attribution, de fixation de la rémunération sont prises en compte par le juge pénal pour caractériser la mauvaise foi. Alors, je vois qu'il y a une dernière question en cours de rédaction. Donc, si elle arrive dans moins de 5 secondes, je vous la pose. Alors, quid de l'appréciation du niveau de rémunération dans le cas de sociétés biotech dont le business model est structurellement déficitaire? Encore une question un peu particulière et sectorielle, visiblement. Ça, c'est très, très particulier. Alors, je manque peut-être un peu d'éléments là sur ça devient un cas d'espèce qui devrait faire l'objet d'une consultation juridique. Après, il faut juste avoir un bon avocat qui explique le fonctionnement de la société, qui explique le fonctionnement de la société, ce déficit structurel. Mais je pense quand même qu'il est possible, en matière de bonnes pratiques, de prévoir d'emblée, dès l'origine, par exemple, je sais pas, un code ou un guide spécifique aux rémunérations où on explique ces considérations et où on explique comment, les raisons pour lesquelles la fixation n'est pas excessive et autres, et comment on compense cette situation. Il est toujours possible d'expliquer pourquoi une rémunération pourquoi une société est en déficit, si c'est structurel ou autre, comment ça se compense, et de démontrer en réalité qu'il n'y a pas de contrariété à l'intérêt social. Voilà. Mais ça demande peut-être un travail de préparation en amont, de préparer ses équipes dirigeantes en cas de difficulté, d'avoir déjà un argumentaire, des pièces à produire en cas de problème, hein, en cas de dénonciation par un tiers et de saisine d'enquêteur ou d'un service de police, et d'avoir déjà un dossier qui précise les bonnes pratiques au sein de la société, les questions éthiques relatives aux rémunérations, la particularité de la société, les manières dont ça peut se compenser, et donc d'être déjà en mesure de se défendre en cas de problème. Voilà, il est toujours possible d'adapter sa préparation en fonction du type de société, et donc je pense qu'il est possible de prévoir en amont tous les éléments qui sont utiles pour expliquer en cas de difficulté pourquoi il n'y a pas de contrariété à l'intérêt social du fait de l'activité spécifique de la société. Mais c'est une question quand même très précise qui devrait plutôt faire l'objet d'une consultation juridique. Alors, pas d'autres questions à ce stade. Je pense qu'on a épuisé le sujet. Merci infiniment, Maître, pour cette présentation. Et je vous rappelle que vous pouvez revisionner, évidemment, ce webinaire et l'ensemble des webinaires du comité gouvernance du MEDEF sur le site gouvernance-des-entreprises.com. Merci beaucoup. Merci de votre écoute.